Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard, et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible.
C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras 2 énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile.
Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler-22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler-22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler-22, l'étoile de Kepler-22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler-22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie ? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler-22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler-22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler ? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler-22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler-22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler-22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté ? Et qu'elle avait aussi des anneaux ? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler-22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler-22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années.
Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace ? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos ? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois.
Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-1897333b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlant. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort. Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques, et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur.
En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'1 jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP-12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP-12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, a découvert que la planète échangeait de la matière avec son étoile. Elles sont situées si près l'une de l'autre qu'elles se passent une partie de leurs éléments chimiques. C'est un phénomène courant dans les systèmes d'étoiles binaires très rapprochés, mais c'est la première fois que les scientifiques constatent un tel fait dans une relation étoile-planète. Un système vraiment unique. Franchement, si on me garantissait une sécurité totale, je serais enchanté d'aller faire un tour sur quelques-unes de ces planètes. Et toi, fais-le moi savoir dans les commentaires.